Sous le volcan Songandi, 500 millions de Karas surgissent. Tout vacille. En quelques jours, l'annonce allume des promesses d'écoles, de soins et de routes. Mais réveille aussi l'idée que la manne peut redessiner les rapports de force plus vite que les institutions ne posent leurs garde-fous, surtout dans un Sahel déjà soumis aux pressions extérieures. Pour ceux qui regardent le Burkina Faso, que vaut la prudence d'Ibrahim Traoré si les offres, les rumeurs et la compétition diplomatique accélèrent avant que la transparence ne soit testée? Une décennie peut basculer d'une seule décision. La découverte de Songandi ouvre une promesse simple et lourde à la fois: transformer une richesse souterraine en bénéfice visible pour la société. L'enjeu pour le public est clair en quelques mots: comprendre ce qui peut changer et à quel prix. Et à court terme, l'espoir porte sur des investissements longtemps différés. Écoles mieux équipées, centres de santé renforcés, infrastructures capables de relier des régions marginalisées. À moyen terme, la perspective était plus structurelle: modifier une trajectoire économique marquée par la fragilité et la dépendance. Mais chaque promesse transporte un risque symétrique. L'histoire du Sahel rappelle que l'abondance rapide peut déséquilibrer des institutions encore en consolidation, attirer des influences extérieures concurrentes et amplifier des tensions internes déjà présentes. La question n'est donc pas seulement de savoir combien vaut Songandi, mais comment cette valeur sera encadrée. Sans règles claires, la manne peut nourrir la défiance autant que l'espoir. Ce récit propose une lecture ordonnée: ce qui a été découvert, ce que cela déclenche et ce que cela exige comme choix collectif pour éviter que l'opportunité ne se transforme en contrainte. 500 millions de Karas estimés sous Songandi. Ce chiffre suffit à changer d'échelle. En quelques heures, le Burkina Faso passe d'un acteur extractif marginal à un pays potentiellement central sur le marché mondial du diamant, et cette bascule numérique déclenche une chaîne de réaction immédiate. Les premiers relevés confirment que le signal détecté n'est pas une anomalie, mais l'indice d'une masse cristalline continue, étendue sur plusieurs kilomètres, sans précédent dans l'histoire minière nationale. Avant même que l'annonce ne soit pleinement comprise par le public, l'information circule dans les cercles techniques. Des ingénieurs locaux, rejoints par des géologues étrangers, croisent et l'index les données satellitaires et les relevés au sol. La conclusion converge rapidement. Ce consensus technique agit comme un détonateur. Des mémos urgents apparaissent dans Tabarix dans les chancelleries. Des demandes de briefing sont transmises. Des acteurs extérieurs, conscients de ce que représente un tel volume dans un Sahel en recomposition, commencent à se positionner. C'est à ce moment précis qu'entre en scène Ibrahim Traoré, non comme figure spectaculaire, mais comme point de stabilisation. Là où une réaction précipitée aurait ouvert la porte à des négociations immédiates, il ordonne la création d'une commission nationale et impose une phase d'analyse croisée. L'objectif est clair: absorber la pression internationale avant qu'elle ne se transforme en contrainte politique irréversible. Cette décision ralentit le tempo, mais elle réintroduit une hiérarchie institutionnelle dans un contexte devenu brusquement instable. Le contexte de fond rend cette prudence lisible. Le pays sort de décennies marquées par la fragilité économique, des crises récurrentes et un tissu social traversé de tensions latentes. Les précédents régionaux montrent que l'abondance brutale peut fragmenter des sociétés déjà éprouvées, attirer des influences difficiles à contenir et déplacer les équilibres politiques internes. Songandi apparaît alors comme autre chose qu'un gisement, un test de résistance pour l'État. La question suspendue trouve ici sa première réponse partielle. La richesse est confirmée, mais sa traduction politique dépend désormais du cadre posé dès les premiers jours.
sur le terrain. Alors, les premiers effets de la découverte se font sentir bien avant toute exploitation. Autour de Songandi, des équipes administratives sont dépêchées dans plusieurs villages pour sécuriser le périmètre, expliquer les mesures initiales et prévenir toute ruée improvisée. Dans ces zones périphériques, rarement au centre de l'attention nationale, la présence précoce de représentants de l'État surprend. Elle modifie le climat local sans l'effacer. L'attente demeure, mais elle se double d'une vigilance nouvelle. Des habitants décrivent une atmosphère singulière, faite de retenue et de curiosité. Les discussions se multiplient sur les marchés, dans les cafés, lors de réunions informelles. Chacun tente d'anticiper ce que cette richesse pourrait changer dans la vie quotidienne. Les craintes sont concrètes: expropriation, pollution, marginalisation des communautés riveraines. Les espoirs le sont tout autant: emplois locaux, infrastructures, reconnaissance d'un territoire longtemps oublié. À l'échelle nationale, la posture adoptée par Ibrahim Traoré sert de fil conducteur. L'annonce d'une transparence future, contrat rendu public, implication d'experts indépendants, coordination avec des spécialistes environnementaux, contribue à contenir les premières tensions. Cette communication n'efface pas les doutes, mais elle empêche l'émergence immédiate de fractures internes, phénomène souvent observé après des découvertes massives en Afrique. Ces impacts précoces révèlent un mécanisme clé: la gestion initiale façonne les perceptions autant que les décisions formelles. En intervenant tôt, l'État influence la manière dont la population interprète la découverte. La richesse n'est pas encore tangible, mais la façon de l'aborder commence déjà à produire des effets politiques et sociaux. Un constat s'impose alors, simple et lourd de conséquences. Ce n'est pas l'exploitation qui ouvre la trajectoire, c'est la manière d'entrer dans l'attente. Tout commence au moment précis où les géologues confirment, devant la Commission nationale, que les signaux relevés sous Songandi ne relèvent pas d'interférences techniques, mais d'un gisement massif et continu. La nouvelle circule d'abord dans un cercle restreint. Elle remonte ensuite vers les plus hauts niveaux de l'État. À cet instant, l'échelle change. Le périmètre autour du volcan est sécurisé, les activités informelles sont suspendues et les premières équipes mixtes, ingénieurs burkinabés et spécialistes étrangers, sont mobilisées pour comparer les relevés. Le pays se contracte autour d'un seul impératif: comprendre avant d'agir. Vient alors la phase d'activation. Les images satellitaires, partagées avec plusieurs institutions scientifiques, confirment l'ampleur exceptionnelle du gisement. Les analyses convergent rapidement. Le volume estimé dépasse tout précédent national connu. Cette certitude agit comme un déclencheur politique. Les multinationales minières transmettent des offres exploratoires. Des puissances étrangères sollicitent des échanges confidentiels. Les observateurs régionaux évoquent un point de bascule pour le Sahel. Dans l'espace médiatique international, les interprétations se multiplient, oscillant entre promesses historiques et instabilité annoncée. Au centre de cette montée en tension, Ibrahim Traoré impose une rupture de rythme. Il refuse les négociations immédiates. Il renvoie chaque proposition vers la Commission nationale, nouvellement constituée. Les messages diplomatiques sont traités à distance sans engagement formel. Cette posture, perçue par certains acteurs extérieurs comme une froideur calculée, vise un objectif précis: empêcher que l'urgence ne dicte l'architecture des décisions. En interne, ce choix ralentit les attentes, mais il réaffirme la primauté du cadre institutionnel. La phase de montée atteint son pic lorsque des offres conditionnelles apparaissent. Certaines entreprises proposent des investissements rapides en échange d'un accès privilégié. D'autres tentent d'agir en marge des canaux officiels. En parallèle, des avertissements circulent sur les risques environnementaux et sociaux. Le débat se polarise.
accélérer pour sécuriser les revenus ou ralentir pour protéger la souveraineté. Chaque option semble porter son propre coup. Puis viennent les premières répercussions, plus silencieuses mais tout aussi structurantes. Dans les semaines qui suivent, les discussions internes se déplacent vers la redistribution future. Des organisations civiles réclament des garanties contre la corruption et l'expropriation. Des communautés locales s'inquiètent de leur place dans la chaîne de décision. Les rumeurs s'installent dans les provinces. Qui bénéficiera réellement de Songandi? Cette tension diffuse ne débouche pas sur une crise ouverte, mais elle s'infiltre dans le quotidien. À l'extérieur, les signaux se complexifient. Les propositions d'investissement deviennent plus généreuses, mais aussi plus intrusives. Les analystes projettent des scénarios divergents, certains voyant un levier stratégique inédit, d'autres un risque de déstabilisation si la gouvernance flanche. Dans cette séquence, une conclusion provisoire s'impose. Songandi n'est pas seulement une richesse minérale, c'est un accélérateur politique. Et chaque étape de la chronologie réduit ou élargit l'espace des choix futurs. La ligne de base est claire, puis l'écart surgit. Avant Songandi, le Burkina Faso occupait une place marginale dans l'extraction diamantifère. Après l'estimation actuelle, il pourrait entrer dans le cercle restreint des producteurs de tout premier plan. Ce passage d'un statut discret à une position potentiellement centrale constitue le premier indicateur structurant. Il ne promet pas automatiquement la prospérité, mais il modifie radicalement l'échelle des décisions à prendre et la nature des pressions exercées sur l'État. Le deuxième chiffre agit comme un multiplicateur de tensions. Les projections financières évoquent une possible multiplication par 10 des recettes nationales sur un horizon de 5 ans si l'exploitation atteint son plein régime. Cette extrapolation ne relève pas d'un discours politique, mais de modèles comparatifs utilisés dans l'industrie diamantifère internationale. Une telle courbe ne signifie pas une richesse immédiate pour la population, mais elle annonce un choc budgétaire inédit. Elle attire simultanément deux dynamiques opposées, l'espoir interne d'un redressement durable et l'attention accrue d'acteurs extérieurs, désireux de sécuriser une part de la valeur future. Le troisième indicateur introduit une contrainte lourde. Les premières études environnementales estiment qu'une exploitation intensive pourrait entraîner une réduction d'environ 40% de la biodiversité locale. Ce chiffre ne décrit pas seulement un risque écologique abstrait, il renvoie à des conséquences concrètes observées sur des sites comparables en Afrique de l'Ouest. Dégradation des sols, pression sur les ressources en eau, fragilisation des activités agricoles et pastorales. Une baisse de cette ampleur toucherait directement les moyens de subsistance des communautés vivant autour du volcan. Pris ensemble, ces trois repères chiffrés dessinent la matrice du débat national. L'abondance potentielle crée une attente politique forte. La projection budgétaire alimente des ambitions de transformation rapide. Le risque environnemental impose à l'inverse un tempo ralenti et des garde-fous stricts. C'est dans cet espace de contradiction que se situe la marge de manœuvre des institutions, et notamment celle de la présidence. Pour Ibrahim Traoré, ces données ne sont pas des arguments de communication, mais des contraintes opérationnelles. Les documents examinés par la Commission nationale insistent sur un point constant. Sans mécanisme de contrôle, la valeur peut être captée par des multinationales ou des élites restreintes, laissant l'État exposé aux coûts sociaux et écologiques. Cette lecture explique la prudence affichée, mais elle éclaire aussi l'impatience d'une partie de l'opinion, qui voit dans ces chiffres la promesse d'un changement rapide. Sur le terrain, ces indicateurs deviennent des repères du quotidien. Dans les villages proches de Songandi, ils circulent sous forme de rumeurs, d'espoir et de crainte. Certains y lisent la possibilité d'une sortie durable de la pauvreté.
D'autres redoutent une répétition de scénarios déjà observés ailleurs. Une certitude s'impose pourtant. Les chiffres ne racontent pas seulement un gisement, ils définissent le cadre dans lequel chaque décision future sera jugée. Deux positions désormais structurées s'affrontent autour de Songandi, chacune portée par une logique cohérente et des priorités distinctes. La première plaide pour l'accélération. Ses défenseurs estiment que le Burkina Faso fait face à une fenêtre historique rare et fragile. Selon eux, retarder l'exploitation revient à laisser s'éroder un avantage stratégique, alors que les marchés, les partenaires et les équilibres régionaux évoluent rapidement. Ils soutiennent que des recettes potentielles aussi élevées doivent être mobilisées sans délai pour moderniser les infrastructures, financer les politiques sociales et créer des emplois capables d'absorber une pression démographique croissante. Dans cette lecture, la vitesse est une condition de souveraineté. Agir vite pour garder la main. La seconde position adopte une lecture inverse, mais tout aussi argumentée. Pour ses partisans, la précipitation constitue le principal danger. Il rappelle que de nombreuses découvertes similaires, en Afrique et ailleurs, ont débouché sur des crises durables. Corruption, fragmentation sociale, dégradation environnementale et perte de contrôle public sur les ressources. Le risque écologique identifié autour de Songandi renforce cette prudence. Dans leur perspective, ralentir n'est pas un renoncement, mais une stratégie de protection. Sans institutions solides et règles claires, la manne peut devenir un facteur d'instabilité plus qu'un moteur de développement. Ces deux camps partagent pourtant un constat commun. L'enjeu dépasse largement l'extraction elle-même. Là où ils divergent, c'est sur l'ordre des priorités. Accélérer pour créer des capacités ou créer des capacités avant d'accélérer. Aucun des deux raisonnements n'est intrinsèquement irrationnel et c'est précisément cette tension qui rend la décision complexe. La ligne défendue par Ibrahim Traoré tente de réduire les angles morts de chaque camp. Elle accepte l'idée que le temps est un facteur stratégique mais refuse qu'il devienne une contrainte imposée de l'extérieur. La réfutation centrale qui émerge est simple. Accélérer sans contrôle expose le pays à des risques systémiques, tandis qu'une prudence sans horizon clair peut nourrir la frustration et la défiance. La difficulté n'est donc pas de choisir entre vitesse et lenteur, mais de les articuler dans un cadre maîtrisé. Un signal discret mais déterminant émerge des premières consultations nationales menées après l'annonce de Songandi. Dans les comptes rendus, une tendance se dessine. Une majorité des participants acceptent l'idée d'un contrôle national strict, à condition que les bénéfices futurs soient redistribués de manière lisible et vérifiable. Ce n'est pas une déclaration politique spectaculaire, mais un glissement réel de l'opinion, observé dans des ateliers techniques et des échanges locaux. Ce basculement modifie le centre de gravité du débat. Jusqu'ici, la ressource minérale occupait l'essentiel de l'attention. Désormais, l'adhésion sociale devient elle-même un levier stratégique. La richesse potentielle ne suffit plus à structurer la décision, la confiance collective commence à peser dans l'équation. Cette évolution réduit le risque immédiat de fracture interne, tout en augmentant les attentes vis-à-vis des institutions. Dans ce contexte, la posture méthodique d'Ibrahim Traoré gagne une légitimité nouvelle. Son insistance sur la transparence, la Commission nationale et l'implication de la société civile ne répond plus seulement à une logique institutionnelle, mais à une demande sociale explicite. La prudence cesse d'apparaître comme un frein, elle devient une condition de cohésion. Ce pivot révèle une réalité souvent négligée. Une ressource naturelle peut renforcer un État non seulement par sa valeur économique, mais par l'obligation qu'elle crée de construire un consensus durable. Songandi
commence ainsi à produire un effet inattendu, moins visible que les chiffres, mais potentiellement plus structurant pour l'avenir. Les effets potentiels de Songandi se déploient donc désormais de manière lisible selon quatre axes distincts, chacun révélant une pression spécifique sur les choix à venir et sur la stratégie d'Ibrahim Traoré. Ces conséquences ne relèvent pas de projections abstraites. Elles correspondent à des dynamiques déjà observables dans les discussions publiques et institutionnelles. Du côté des populations, l'enjeu est d'abord social. Si la gouvernance reste transparente et contrôlée, les revenus issus du gisement pourraient corriger des déséquilibres anciens. Écoles rénovées, centres de santé mieux équipés, routes reliant enfin des zones longtemps enclavées. Dans les villages proches du volcan, cette perspective nourrit un espoir prudent mais conditionnel. À l'inverse, si la redistribution se concentre dans des cercles restreints, la frustration pourrait s'installer rapidement. Les précédents régionaux montrent que lorsque l'abondance bénéficie à une minorité, elle fragilise la cohésion et alimente des tensions durables. Du côté du tissu entrepreneurial, Songandi représente un potentiel de transformation économique en chaîne. Transport, logistique, construction, ingénierie et services spécialisés pourraient bénéficier d'une demande nouvelle. Pour les petites et moyennes entreprises burkinabées, souvent freinées par l'accès limité au capital, l'ouverture d'un tel secteur constitue une opportunité rare. Mais cette dynamique suppose un cadre ferme. Sans régulation, les multinationales risquent de capter l'essentiel de la valeur ajoutée, marginalisant les acteurs locaux. La stratégie méthodique d'Ibrahim Traoré vise précisément à empêcher cette évaporation silencieuse de la richesse nationale. Du côté de l'environnement et des communautés riveraines, la contrainte est plus immédiate. Les études préliminaires évoquent une possible réduction de 40% de la biodiversité locale en cas d'exploitation intensive. Une telle perte dépasserait le seul enjeu écologique. Elle affecterait directement les activités agricoles et pastorales, comme déjà fragilisées par les pressions climatiques. Sans normes strictes et mécanismes de compensation clairs, ces impacts pourraient devenir un facteur de conflit social durable. Du côté de l'équilibre géopolitique régional, enfin, Songandi modifie la position du Burkina Faso dans le Sahel. Un État renforcé par une ressource stratégique attire partenariat et attention, mais il concentre aussi les rivalités. Les offres d'investissement, les pressions diplomatiques et les tentatives d'influence se multiplient déjà. Si la gouvernance échoue, l'instabilité interne pourrait se diffuser au-delà des frontières. Si elle tient, le pays pourrait au contraire devenir un pôle de stabilité relative dans une région en recomposition. À travers ces quatre dimensions, une conclusion s'impose: la véritable richesse de Songandi ne réside pas seulement dans ses diamants, mais dans la capacité de l'État à transformer ses conséquences en trajectoires cohérentes. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, trois trajectoires plausibles se dessinent pour Songandi. Elles ne prédisent pas l'avenir, elles décrivent des chemins conditionnels, chacun dépendant des choix institutionnels, du rythme d'ouverture et de la capacité à contenir les pressions. Dans un premier scénario, l'ouverture resterait contrôlée et la pression serait maîtrisée. Si l'État maintient un cadre transparent et une régulation ferme, les premiers partenariats pourraient être engagés à un rythme mesuré. Les investissements arriveraient sous conditions claires: publication des contrats, audit régulier, et la clause de souveraineté et exigence de contenu local. Cette trajectoire permettrait une montée progressive des recettes publiques et des premiers réinvestissements visibles dans les services essentiels. Le risque principal tient à la capacité administrative
Absorber la complexité juridique et technique d'un secteur de haute valeur sans créer de goulets d'étranglement. Ici, la stabilité dépend moins des capitaux que de la discipline de gouvernance. Dans un scénario plus optimiste, une gouvernance disciplinée renforcerait la cohésion. Si les normes environnementales sont posées avant toute extraction, si les communautés locales participent réellement aux décisions et si les partenaires acceptent des règles strictes, la redistribution pourrait devenir perceptible dès les premières phases. Des investissements ciblés en éducation, santé et infrastructures créeraient un cycle de confiance entre population et institutions. Dans cette configuration, le Burkina Faso pourrait attirer des partenariats durables sans céder le contrôle stratégique. La fragilité demeure. Une seule dérive contractuelle ou un manquement de transparence suffirait à fissurer l'ensemble. Dans un scénario plus critique, la lenteur mènerait à l'isolement et à des tensions internes. Si l'État privilégie une exploitation entièrement nationale sans disposer des capacités techniques nécessaires, le rythme serait lent et coûteux. Les revenus tarderaient à se matérialiser, nourrissant la frustration sociale. Les partenaires écartés pourraient accentuer la pression diplomatique ou réorienter leurs alliances. Les conséquences internes seraient lourdes: rivalité locale, méfiance envers les institutions et perception d'une opportunité historique mal convertie. À travers ces scénarios, une recommandation de méthode s'impose: évaluer chaque décision non par son effet immédiat, mais par la manière dont elle élargit ou réduit l'éventail des options futures. La question centrale reste ouverte: quel rythme permet de préserver la capacité de corriger la trajectoire sans perdre l'adhésion collective? Les implications de Songandi ne se mesurent pas seulement à l'échelle des institutions ou des marchés. Elles se répercutent directement dans la vie quotidienne, là où les décisions abstraites prennent une forme concrète. Trois angles permettent de saisir ce lien entre une découverte géologique et les trajectoires individuelles. Du point de vue des familles, l'enjeu est d'abord celui de la fiabilité. Beaucoup imaginent qu'une richesse nationale pourrait enfin financer des services de public stables: écoles fonctionnelles, centres de santé accessibles, routes praticables toute l'année. Cet espoir reste prudent. Les ménages portent en mémoire des promesses non tenues et savent que la distance entre l'annonce et la réalité peut être longue. La question revient souvent sous une forme simple. Cette fois, les bénéfices atteindront-ils vraiment ceux qui en ont le plus besoin? Pour les jeunes générations, majoritaires dans la population, Songandi représente un horizon différent. Au-delà du gisement, ils voient la possibilité de formation technique, de métiers qualifiés et d'opportunités entrepreneuriales liées à la logistique, aux services ou à l'ingénierie. Cette ouverture mentale compte autant que les emplois eux-mêmes. Elle transforme la perception de l'avenir. Mais cette projection dépend entièrement de la clarté des règles et de la transparence du processus. Sans cadre crédible, les attentes peuvent rapidement se muer en désillusion. Enfin, du point de vue du lien entre citoyens et État, les consultations organisées autour du volcan ont produit un effet inattendu. Certains habitants ressentent pour la première fois que leur voix influence une décision nationale majeure. Cette impression fragile peut devenir une force durable si elle est entretenue par des actes cohérents. À l'inverse, un écart trop visible entre engagement affiché et résultats concrets risquerait de fragiliser encore davantage une relation déjà instable. Songandi agit ainsi comme un révélateur. Il met à l'épreuve la crédibilité des institutions à travers des attentes très humaines. Il là où la confiance se construit ou se défait. Transformer Songandi en levier durable suppose une architecture de décision progressive, lisible et mesurable. La méthode défendue par Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette logique: avancer par étapes, sans céder à l'urgence,
tout en donnant des repères concrets à la population et aux partenaires. D'abord, il s'agit de consolider la Commission nationale. Son rôle doit évoluer d'un organe consultatif vers une instance décisionnelle dotée de compétences techniques renforcées. L'intégration d'experts indépendants, de représentants locaux et d'acteurs de la société civile permettrait de filtrer les pressions extérieures et d'ancrer la légitimité des choix. Ensuite, il faut poser un cadre environnemental contraignant avant toute extraction. Les risques identifiés autour de la biodiversité imposent des normes opposables applicables aux entreprises comme à l'État. Ces règles doivent être publiques, vérifiables et assorties de mécanismes de sanction afin de prévenir des dommages irréversibles. Puis, il convient de sélectionner des partenaires sous conditions strictes. Il ne s'agit ni de refuser toute coopération, ni de l'ouvrir sans limite. Les contrats doivent être publiés, audités régulièrement et inclure des obligations de transfert de compétences ainsi que des clauses de contenu local afin de préserver la valeur nationale. Après cela, il était nécessaire de définir une stratégie de redistribution transparente. Une feuille de route publique doit préciser les priorités d'investissement, les calendriers et les indicateurs de suivi. Cette visibilité réduit la défiance et aligne les attentes. Enfin, il faudra maintenir des consultations régulières. Un dialogue continu avec les communautés locales et la société civile garantit que les décisions restent ajustables. La cohérence de l'ensemble repose sur un principe simple. Chaque étape doit renforcer la suivante sans brûler les marges de correction. Dans les premiers jours qui ont suivi la découverte, un habitant des environs de Songandi parlait d'une atmosphère suspendue, comme si le temps s'était brièvement arrêté autour du volcan. Cette image revient aujourd'hui, mais elle a changé de sens. L'attente n'est plus seulement liée à l'ampleur du gisement, elle concerne la manière dont le pays choisira de se projeter. Ce n'est plus la surprise qui domine, mais la conscience d'un choix collectif. Au centre de cette tension calme, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole que comme une ligne de continuité. Sa posture méthodique, son refus des décisions hâtives et sa volonté d'installer des garde-fous rappellent que le temps long peut redevenir un outil politique. Dans une région souvent soumise à l'urgence et à la pression extérieure, cette constance prend une valeur particulière. Le rappel est simple, presque austère. Une richesse n'a de sens que si elle améliore réellement la vie de ceux qui en dépendent. Cette phrase, entendue sur le terrain, agit comme un fil conducteur entre espoir et vigilance. Elle résume l'enjeu mieux que n'importe quel chiffre. Songandi n'est donc pas seulement une promesse enfouie sous la roche, il devient un miroir. Il renvoie au Burkina Faso la question de sa capacité à rester maître de sa trajectoire. Au moment même où les opportunités semblent les plus vastes, la découverte de Songandi dépasse largement le cadre d'un gisement exceptionnel. Elle ouvre un débat plus large sur la manière dont une nation peut transformer une richesse naturelle en stabilité, en justice et en développement durable. Le Burkina Faso se trouve face à une occasion rare où les décisions collectives compteront autant que les diamants eux-mêmes. Transparence, participation citoyenne et résistance aux pressions extérieures deviennent des leviers aussi déterminants que la valeur économique du sous-sol. Dans cette dynamique, le rôle ne se limite pas aux institutions. Les habitants des régions proches du volcan, les membres de la société civile, les jeunes en quête d'avenir, les entrepreneurs locaux et même les observateurs extérieurs participent, chacun à leur niveau, à la trajectoire qui se dessine. Soutenir le dialogue public, demander des règles claires, encourager des contrats ouverts et vérifiables sont autant de gestes qui façonnent l'environnement des décisions. Songandi place le pays devant un choix historique, mais ce choix ne se referme pas en un instant. Il s'inscrit dans une série de décisions successives, ajustables, observées et jugées dans le temps.
Pour vous qui suivez cette séquence, une question demeure ouverte. Quelle combinaison de prudence et d'audace permettra réellement de transformer cette découverte en avenir partagé?